Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Comme chaque semaine, vous le savez, vous êtes le gage de notre succès. Alors je vous le demande, n'oubliez pas de commenter cette édition. En plus, je réponds en principe dans les commentaires juste en bas. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le pouce en l'air et puis de partager bien sûr à votre famille, à vos amis et aussi à vos ennemis. Alors au programme de cette semaine, nous allons nous pencher sur la situation explosive en France, la réforme des retraites bien sûr, mais la crise aussi économique et énergétique. Et puis nous parlerons ensuite de l'international au lendemain du voyage de la présidente de la Commission européenne en Ukraine. Nous reviendrons sur les dernières décisions quant à la guerre qui pourraient nous mener jusqu'à la Troisième Guerre mondiale. C'est parti. Et à mes côtés aujourd'hui, Alexis Poulain. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste, cofondateur du média Le Monde Moderne, disponible sur le site lemondemoderne.media. Et je crois qu'on peut aussi vous retrouver tous les jours, ou presque, pour une revue de presse, qui est aussi disponible d'ailleurs en podcast sur le site que je viens de donner. On peut vous retrouver aussi sur Twitch, parce que vous êtes super moderne. Twitch, non, j'ai été censuré. Eh ben voilà. Et voilà, donc c'est YouTube, en attendant la censure, on va dire, mais Twitch, on a d'ailleurs une histoire incroyable, puisqu'on a été censuré sans raison aucune. On a reçu un mail disant qu'on n'avait pas respecté de nombreuses signalements et mises en garde, alors qu'on n'avait eu aucune mise en garde. Donc on a demandé comment ça se passait. Alors Twitch, il faut savoir que c'est Amazon Web Service. Il n'y a personne en France, il n'y a pas de service après-vente, il n'y a rien du tout. Donc on est en train de voir avec une avocate comment répondre à cette rupture de contrat abusive de la part d'Amazon. Évidemment, on ne va pas gagner, mais montrer un peu le vrai visage de ces plateformes qui, sous le couvert des règles de la communauté, organisent une censure volontaire de certaines chaînes sans jamais répondre, sans jamais être d'ailleurs comptable de leur action. Et on connaît bien le sujet sur TV Liberté aussi. C'est pour ça que j'en parle. Alors Alexis Poulain, mardi, ils étaient 1 320 000 dans la rue, du moins selon les chiffres officiels. C'était 2,8 millions selon la CGT. Les Français étaient donc réunis pour protester contre la réforme des retraites. Et avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on revoie un tout petit extrait. Vous allez voir, vous allez connaître la personne qui parle. Vous avez déjà vu autant de crises sociales en même temps, dans l'hôpital, à l'école, partout. Enfin, ce pays est maltraité. On est tous en burn-out, quasiment. Il va falloir s'en rendre compte. Le projet d'Emmanuel Macron, c'est quoi ? C'est d'en finir avec le dialogue social. C'est j'ai raison, maintenant c'est comme ça, taisez-vous. Bon alors vous n'avez pas pris une ride, mais votre discours non plus, j'ai l'impression. C'est ça qui est terrible. Donc c'est un extrait de 2019, Juillet qui est 2019, sur mon 3 ans et compte demi. Twitter que j'ai pas enlevé parce qu'effectivement, depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, ce pays est maltraité. J'ai pas d'autre mot. Il y a aucune réelle démocratie en réalité. Les instances de débat sont des fausses instances de débat. À peine réélu pour son second mandat, que fait Macron ? Il crée ce machin qui est le Conseil national de la refondation, en usurpant les initiales du Conseil national de la résistance. C'est proprement scandaleux. En disant ceux qui ne veulent pas venir ont tort, parce que ce que j'aime c'est parler, mais on en a assez qu'ils parlent pour ne rien faire. Surtout. Voilà, ce que j'aime c'est qu'on m'écoute et qu'on se taise et qu'on soit d'accord. D'ailleurs, c'était clairement le projet. Vous discutez et on se met d'accord sur le fait qu'on est tous d'accord avec moi. Mais c'est pas ni un débat, ni une discussion. L'idée de Macron, elle est de gouverner contre le peuple français. Il sait très bien qu'il a une légitimité extrêmement faible par rapport à son élection. Or, il se retranche derrière le fait qu'il a été de nouveau élu sur un projet. Non, il a été élu par de nombreux castors qui ne voulaient pas de Marine Le Pen au pouvoir. Et donc, il a été élu sur cette base-là. D'ailleurs, son discours, le soir de sa élection, c'est ce vote m'engage, je dois être le président de tous les Français, etc., etc. Un an après, c'est « non, vous m'avez élu parce que j'ai un super projet de réforme des retraites, je crois que vous êtes tous d'accord ». N'importe quoi. Donc c'est un manipulateur, c'est un menteur, tout comme ces nombreux ministres qui passent leur temps à raconter des bobards et qui ne sont jamais repris par les journalistes en plateau. Et cette maltraitance-là, elle atteint un paroxysme, à la fois avec le mouvement des Gilets jaunes, où là, la violence d'État va mutiler des manifestants, pour la plupart pacifistes, sans jamais aucune excuse, avec des procès bâclés, où généralement personne n'est mis en cause sur le fait que des gens ont perdu un œil à vie. On ne parle pas là d'un moment dans l'histoire, on parle de gens qui sont mutilés dans leur chair à vie. Aucune excuse de la part de ce gouvernement. Et puis aujourd'hui, ce semblant de pédagogie. L'idée, c'est de prendre les gens pour des idiots et de faire croire qu'ils n'ont rien compris, qu'il faut leur expliquer davantage que cette réforme, elle est bien pour eux. D'ailleurs, les Français s'y trompent pas, parce que plus ils expliquent,
Plus ils sont contre, y compris les femmes, alors que cette réforme est censée être très bien pour les femmes aux carrières hachées, etc. Il n'y a rien qui fonctionne en réalité. Mais ils le savent, donc ils ne cherchent même plus à être crus ou à être entendus ou à débattre. Ils cherchent à imposer par la force un projet qui n'est pas un projet de société porté par les Français. Et c'est là où ça pose la question sur qu'est-ce que c'est que la démocratie. Alors je veux bien qu'il y ait une majorité silencieuse, de gens qui sont évidemment en amour devant Emmanuel Macron et sa formidable politique. Mais quand il y a autant de gens dans la rue, c'est pas une minorité. Quand il y a autant de gens, sondage après sondage, et les sondages valent ce qu'ils valent, mais qui sont contre ce projet, quand il y a une telle absence de débat démocratique au sein des assemblées, que ce soit Sénat comme Assemblée nationale, parce que finalement il faut aller très vite et il faut passer en force les nombreux 49.3 d'Elisabeth Borne. Et là on reparle de 49.3 pour faire passer cette réforme des retraites. Et comme s'il n'y avait que la solution germée dans la tête d'Emmanuel Macron et de McKinsey qui était la bonne. Comme s'il n'y avait pas d'autres solutions en réalité. Alors que des solutions, il y en a beaucoup. Quand on a un ministre de l'économie aussi indigent que Bruno Le Maire, qui ne sait pas ce que c'est qu'un super profit, qui enterre... Qui ne sait pas ce que c'est qu'un hectare non plus. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un hectare, enfin qui ne sait pas généralement ni compter, ni ce que c'est que l'économie. Mais il est ministre à Bercy et qui enterre un rapport expliquant que les sociétés d'autoroutes se gavent sur le dos des utilisateurs et qu'elles vont encore augmenter de 5%. Elles l'ont fait au 1er février, le tarif des péages, et que ce ministre enterre ce rapport et que derrière vous avez un porte-parole, Olivier Véran, ou je ne sais plus si c'est Gabriel Attal, qui dit « j'ai pas entendu parler de ce rapport ». C'est Olivier Véran. Et qui dit « et puis 5%, c'est pas une énorme augmentation ». Mais qu'attendent-ils si ce n'est l'étincelle qui les fera vraiment rentrer dans leurs petits souliers et arrêter d'être aussi méprisants. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est beaucoup de résignation, mais en même temps, énormément de colère. Et cette maltraitance n'a fait qu'augmenter et monter en gamme depuis 2018, avec parfois des moments d'accalmie, mais toujours cette idée d'aller contre et de dire « je sais que mon projet est impopulaire, mais je vais l'expliquer. Je sais que les Français sont des idiots, mais c'est pas grave, c'est quand même le peuple qui m'a élu, on va dire. » Et derrière, il y a le mur du réel. Il y a le moment où les Gilets jaunes, personne ne leur avait demandé d'aller sur les ronds-points, de se retrouver et de dire stop. Et je ne sais pas quelle va être la bascule. Et quel moment des gens vont pas forcément se retrouver sur des ronds-points, mais peut-être devant des péages, peut-être devant des mairies, des préfectures ou ailleurs. On verra quelle sera la force d'État, puisqu'on sait que les stocks de grenades lacrymogènes sont là, que les nouveaux chars de la gendarmerie sont présents, que les compagnies de CRS sont prêtes à intervenir de partout en France si besoin. Donc on sait qu'ils savent que leur projet porte la violence. Que ce soit la baisse de l'allocation chômage d'un quart quasiment à partir du 1er février également, Pôle emploi où on voit les violences augmenter au guichet, partout les services publics également où on sent vraiment une exaspération des publics. Avec l'effondrement des hôpitaux aussi. Ça c'est pas neuf, mais c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a ? On a un François Braun qui continue de nier l'irrégularité de la loi de suspension des soignants, en faisant que c'est tout à fait normal. La France est le dernier pays au monde à tenir cette politique inique du bouc émissaire et totalement anticonstitutionnelle. Mais bon, visiblement, on a des autorités qui autorisent ça. C'est étonnant. On se rappelle que c'est Elisabeth Borne qui était ministre du Travail d'ailleurs au moment d'entériner ça. C'est important quand même de s'en rappeler. Oui, et tous ont été récompensés dans la façon dont ils ont tenu cette maltraitance. Et donc, il n'y a rien qui va. Et je crois qu'à un moment, il y aura ces rassemblements de solidarité parce qu'il y a l'inflation, il y a le chariot qui est beaucoup trop cher maintenant. Alors, Olivier Grégoire qui parle d'un petit panier de quelques produits de première nécessité pour éviter que les gens meurent de faim, mais il y a toujours des étudiants qui font la queue devant les banques alimentaires, il y a des gens qui voient bien qu'à salaire égal, la vie n'est plus la même, il y a le problème du logement qui n'est pas pris en compte, avec des coûts faramineux de logement, et maintenant, si vous avez eu la chance d'acheter un logement dans les années 60-70, il va falloir l'isoler. Et attention, si vous ne l'isolez pas, il y aura sans doute des charges et encore des coups de marteau sur la tête. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun espace dans la société où on peut prendre un peu d'air. Il n'y a pas de refuge, en fait. Il n'y a pas de refuge. Donc, il n'y a plus que la lutte. Ou la résignation. Aujourd'hui, on sent que c'est la résignation qui, globalement, l'emporte, parce que la vie est difficile, que de nombreux Français sont empêtrés dans les soucis du quotidien, dans le court terme. Il faut gagner suffisamment pour finir le mois, pour boucler le mois, pour assurer de remplir le frigo, pour payer les loyers, pour payer les dettes, etc. Donc ça fait qu'une partie des Français ne peut pas se permettre la lutte. C'est beaucoup trop compliqué. Et pour ceux qui sont entre deux et qui se disent « je pensais être du côté des gagnants », je regardais les gilets jaunes passer en rigolant doucement à la terrasse d'un café, et je me rends compte que j'y vais plus dans les cafés, en fait. Le cinéma est devenu trop cher, et je commence à comprendre que c'est moi, c'est eux, que j'y suis aussi. Alors qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai encore les moyens de faire
Un dernier effort. Est-ce que le dernier effort, c'est pas 2 ans de plus pour avoir la retraite à 64 ans? Est-ce que le dernier effort, c'est pas justement faire bloc contre ce projet antisocial, contre ce projet de maltraitance qui est celui de la Macronie? Et ça veut dire une grève générale, ça veut dire une mobilisation dans la rue, ça veut dire la rue, sans la violence évidemment, mais la grève, je pense, pourrait faire beaucoup de mal si elle était générale au projet d'Emmanuel Macron. Alors j'aimerais qu'on revienne sur quelques chiffres, si vous voulez bien, Alexis Poulain. Selon les objectifs du gouvernement, la réforme des retraites vise à récupérer aux environs de 17 milliards en 2030. Alors 17 milliards, j'ai fait plusieurs petits calculs pour mettre en perspective. 17 milliards à quelque chose près, c'est à peine plus que ce qu'ont coûté les tests PCR et les tests antigéniques remboursés par la Sécurité sociale. Alors je trouve que quand on met ça pour les résultats qu'on connaît, accessoirement, et pour la manipulation des chiffres derrière qu'on connaît. La dette du Covid, c'est environ 200 milliards. En gros, 165 milliards plus beaucoup de déficit. Le plan de relance européen Covid, c'est 750-800 milliards au niveau européen, dont 40 pour la France, qui, elle, a payé 80. Accessoirement, aujourd'hui, elle en a bénéficié à peu près, un peu moins de 6 milliards, elle a reçu pour le moment. Donc en plus, on ne les a pas encore, ces 40 milliards. Donc en gros, on a perdu 74 milliards pour le moment. La dette publique de la France vient aussi de franchir un merveilleux cap, 3 000 milliards. On attend les chiffres en mars, dit Bruno Le Maire. C'est remarquable. C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, donc il n'y a rien d'étonnant à ces chiffres. Il faut savoir que la réforme des retraites, elle a un but. Un, c'est rassurer les marchés et les autorités européennes qui conseillaient fortement à la France de faire des réformes structurelles, dans le cadre du plan de relance notamment. La réforme des retraites, elle est offerte sur un plateau pour ça. Et il faut voir que elle est dans les petits papiers depuis le premier quinquennat. L'idée, c'était la commission Delevoye, qui a été obligée de partir pour des conflits d'intérêts qu'on connaît. C'était à l'époque la retraite à points. L'idée, c'était de dire non, mais on ne va pas changer l'âge de départ à la retraite, ça on n'y touche pas, mais c'est en fonction des points, vous allez voir comment vous faites. Ça permettait de faire un cadeau à BlackRock et à tous les fonds qui allaient introduire davantage de retraites par capitalisation en France. À la poubelle, le projet. D'ailleurs, certains macronistes en sont extrêmement déçus, parce qu'ils pensaient que c'était un projet de transformation, etc. Donc là, on a dit, écoutez, on va le faire, vous inquiétez pas. Sinon, les marchés vont nous tomber dessus, le FMI, la Troïka, comme d'habitude, puisqu'on est dans une situation, si elle continue, proche de celle de l'Italie, de la Grèce, de l'Espagne. Enfin, on n'est plus un pays d'Europe du Nord, de loin. Donc on est plutôt du côté des endettés que des créanciers. Et donc on recule de 2 ans avec les mêmes éléments de langage, c'est-à-dire c'est un effort collectif, vous savez. Mais le but de cette réforme des retraites, c'est pas de préserver le système des retraites, puisque le patron du corps, du Conseil d'orientation sur les retraites, explique que c'est à l'équilibre avec quelques pertes en milliards, mais si on chiffre ça par rapport aux milliards qu'on jette par la fenêtre de manière systématique, le pognon de dingue, c'est rien. Enfin, c'est normal même. Et puis, il y a la démographie, la pyramide des âges. Le fait qu'une génération de boomers ne sera plus à la retraite, du fait de l'obsolescence programmée, qui est la vie, et puis le reste avec une démographie qui, en France, n'est pas si en faillite que dans d'autres pays européens, même si les chiffres ne sont pas excellents. Politique familiale aussi, il faut le dire, aux abonnés absents. Ça, c'est fini. Mais pendant des années, la France a eu une politique familiale qui a permis à la France d'avoir des chiffres plutôt positifs en termes de naissance et de pyramide des âges. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Et la réalité, et c'est écrit noir sur blanc sur le projet de loi de finances, cette réforme des retraites, elle a pour but de rentrer dans la stratégie de contrôle des dépenses. C'est d'ailleurs ce que dit Bruno Le Maire, il est là pour faire la chasse aux dépenses, et donc de faire en sorte que la hausse des dépenses publiques ne dépasse pas les 0,6% par an. Donc, en faisant ça, on est à peu près sûr de rentrer dans les clous, de prendre de l'argent dans la poche des Français, en les faisant travailler davantage. Et en essayant de transformer ça, de maquiller cette réforme en une réforme de progrès social avec la hausse des retraites. Ce qui est faux, ça a été débattu sur de nombreux plateaux et dans de nombreux journaux. 1 200 € en réalité deviennent 800 et très peu de gens auront accès à une hausse de pension. Donc il faut entourlouper, ils appellent ça la pédagogie, les macronistes. Il faut vendre une réforme dont personne ne veut, partenaires sociaux, syndicats, partis et citoyens, et
comme on le fait avec l'aide des médias, de la presse de cour. Il y a eu ce déjeuner à l'Élysée avec tous ces éditorialistes qui se défendent d'être là pour recueillir la parole présidentielle. C'est pas leur genre en plus. C'est pas du tout leur genre. Et puis c'est vrai, quand on allume la télé, on n'a pas un matraquage permanent de ministres, de sous-ministres, de députés, de faux conseillers, de cabinets de conseil, de think tank qui sont là pour dire « Ah, c'est génial cette réforme. Non mais on n'a pas le choix, vous savez, on doit vraiment la faire, vous savez, parce que si on la fait pas, il faudra la faire quand même. » Et d'ailleurs, que dit Elisabeth Borne? C'était l'événement, l'émission de France 2 qui a dû faire un flop, j'imagine. L'événement. Ouais, bon. Mais c'est dingue, parce que, aparté, il y avait un résumé en 2 minutes de l'émission qui a duré je ne sais pas combien de temps avec Elisabeth Borne. Et rien que 2 minutes, c'est tellement long à regarder quand Elisabeth Borne parle. C'est cruel, quoi. Et donc, là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, bon, oui, j'entends qu'il y a des millions de gens dans la rue. Hein, j'entends que personne ne la veut, cette réforme. Mais on va quand même la faire. Voilà, c'est ça le résumé. Donc c'est le dialogue macroniste. Donc à un moment, les syndicats doivent comprendre que le dialogue avec la Macronie n'existe pas, qu'il n'y a pas de négociation possible, qu'ils ne sont pas dans une logique de négociation, ils sont dans une logique d'humiliation. Et ce n'est pas les seuls. Quand on arrive avec la CCAS qui enlève le petit pain du plateau repas des aînés, parce que soi-disant ça coûterait trop cher, c'est pas une mesure, ça, c'est de l'humiliation. Et les croutons de la soupe, ça c'était Orpea. Ça c'était Orpea. Orpea sauvé par la Caisse des dépôts. Enfin, on est dans une société et de la maltraitance et de l'humiliation. Et ça ne peut pas bien finir. À un moment, les gens ont une fierté. Les gens aussi ont une certaine idée de ce que c'est que l'humanité, de ce que c'est que l'honneur, le respect. Et ce manque de respect et la dignité, ce manque de respect, c'est cette humiliation du quotidien, dans la façon de rabaisser, de nous prendre pour des idiots, d'enlever petit à petit des choses qui étaient données comme données. Faut arrêter de manger de la viande, faut manger des insectes, vous comprenez, c'est quand même pour la planète. Le fameux saugrillon. Voilà, donc continuons, humilions. À la fin, ça se passera pas bien. Alors, vous avez évoqué un peu la colère de la rue, j'allais dire, avec une mobilisation des Français, avec la participation des syndicats qui ne doivent pas attendre de la part du gouvernement une forme de dialogue social. Qu'en est-il de l'opposition politique? Parce que quand Emmanuel Macron a été réélu, on nous a expliqué tout va bien, notamment l'opposition d'ailleurs, tout va bien. Contrairement au premier quinquennat, il n'a pas la majorité absolue, c'est une majorité relative, il va être obligé, souvent on a utilisé le terme d'ailleurs amusant, de dealer avec l'opposition. Alors on a vu qu'il dealait fort bien avec les Républicains en ce qui concerne la réforme des retraites. Ça oui. Et du côté de l'opposition plus franche, on va dire qu'on a 2 pôles, évidemment, la NUPES d'un côté, le Rassemblement national, avec 2 stratégies certes différentes, mais qui vont quand même dans le sens d'une opposition franche. On parle beaucoup d'obstruction pour la NUPES parce qu'il y a beaucoup d'amendements. En même temps, faut-il leur reprocher, alors que le 49.3 peut être considéré comme le saint graal de l'obstruction politique aussi. Le Rassemblement national va présenter la motion référendaire qui a été tirée au sort parce qu'il y en avait 2 mêmes. Alors ça aussi, sur le plan institutionnel, je ne sais pas d'où ça sort. C'est encore une invention. Mais c'est encore un grand moment. Motion qui ne va pas être votée. Non. Mais quand bien même serait-elle votée? Il n'y aurait pas de référendum puisque ça devrait être voté dans les 2 chambres, etc. Et au final, c'est le président de la République qui décide. Donc on est dans la Ve République, c'est-à-dire qu'il faut voir que ce régime, il est fait pour des hommes d'État, des femmes d'État qui sont responsables. Il n'est pas fait pour des consultants de cabinet de conseil. Donc à un moment, et puis les nombreux coups de canif au contrat ont été successifs pour transformer le septennat en quinquennat, pour faire en sorte que les élections présidentielles soient avant les élections législatives, pour finalement vider de sa substance cette Ve République. Et on arrive avec un président de la République qui n'a aucune légitimité populaire. C'est des gens qui sont élus sur un songe, sur une campagne très courte, très resserrée, avec un char médiatique qui fait que des gens dépolitisés vont voter pour machin parce que tiens c'est nouveau, tiens on va voir. C'est extrêmement dangereux. Et puis les partis sont en faillite. Les grands partis sont en faillite. Le Parti socialiste n'est plus que l'ombre de lui-même. On l'a vu au Congrès à Marseille, avec des guerres intestines qui sont au grand jour. Donc il n'y a vraiment rien de brillant là-dessus. Les Républicains, pareil, sont scindés en 2 entre ceux qui vont rejoindre la Macronie à plus ou moins long terme, avec entre-temps l'antichambre qui est à Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et puis ceux qui vont essayer de faire un nouveau pôle républicain avec Laurent Wauquiez, Éric Ciotti, etc. Donc là encore, un parti scindé en 2. La France
Insoumise qui avait fait une formidable campagne, encore une fois, avec Jean-Luc Mélenchon, qui se retrouve prise dans des affaires de mœurs, et là encore de dirigeance, avec un problème entre les anciens, les nouveaux, etc. Donc Emmanuel Macron règne sur un champ de ruines, en réalité. Il voit autour de lui qu'il n'y a pas de réponse. Et puis, au Rassemblement national, là où Marine Le Pen est incontestée, où elle a 88 députés maintenant, eh bien, il y a une sorte de force tranquille, pour reprendre la terminologie mitterrandienne, pour essayer de se républicaniser, de faire comprendre que le parti a été élu par de nombreux Français, mais il y a le passé, et puis il y a le fait que sur les lois sociales, le RN n'a pas toujours été en pointe, que ce soit sur le SMIC, que ce soit sur les 35 heures, sur les retraites aussi, le discours a beaucoup changé. Oui. C'est-à-dire que quand on plonge dans le discours de Marine Le Pen, il faut savoir en quelle année elle parle, parce que c'est jamais le même. Et là, il y a un problème. C'est-à-dire, on peut aussi se dire qu'il y a un opportunisme là qui peut, à court terme ou à moyen terme, être dangereux parce que ça peut se retourner aussi contre les électeurs. À un moment, est-ce que le Rassemblement national ne rentrera pas dans une logique aussi de deal avec Emmanuel Macron pour le partage du pouvoir, pour la suite des opérations? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de flou, là encore, sur la position européenne. Donc, ce qui manque dans le paysage politique global, c'est une ligne claire souverainiste, populiste, qui ferait fi de cette frontière irrésoluble entre je ne voterai jamais avec l'extrême droite, je ne voterai jamais avec l'extrême gauche, finalement voilà, et au final c'est les pauvres gens qui perdent parce qu'eux s'en foutent de savoir quelle est votre étiquette. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un toit sur la tête sans y passer tout le salaire, suffisamment à manger et correctement, un avenir pour leurs gosses avec une éducation qui tient, une certaine sécurité quand même, parce que là encore on n'a pas parlé du rapport sécurité, mais c'est un effondrement total. Gérald Darmanin peut passer son temps à parler, comme disait mon grand-père, comme disait ton grand-père, t'es pas ministre de l'Intérieur, tu fais quelque chose de temps en temps, à part faire des interviews pour dire qu'il fait des trucs, les chiffres sont catastrophiques. Et donc l'ensemble du paysage, si on le regarde, il est en ruine. Voilà. Et politiquement, très peu de courants de refondation. Ou alors ils sont minoritaires, ou alors ils n'ont pas accès aux médias. On va parler de Florent Philippot, par exemple, qui fait des manifestations tous les samedis. Sur LCI, ils en étaient à dire qu'il n'y avait pas de manifestation. C'était quasiment... Oui, absolument. Voilà. Je vous interromps justement, on va écouter Florian Philippot, il était à votre place la semaine dernière. Nous avons des députés d'opposition qui sont dans leur très grande majorité des couards. Et des gens qui ne pensent pas à l'intérêt supérieur de leur pays, je suis désolé, ils pensent à leur prochaine réélection, point barre. Et ça, c'est le signe d'une décadence et d'une fin de régime. Mais en même temps, là, on est en janvier 2023. Dans quelle situation on sera dans un mois? Si la situation s'est considérablement accélérée et dégradée, il est possible aussi que tout s'accélère, et y compris les motions de censure, la destitution du président de la République. Vous souscrivez à ces propos ? Jusqu'à un point. C'est-à-dire que oui, sur l'opposition de façade, sur la politique de rente, qui est finalement quelque chose qui mine l'engagement politique et aussi la confiance en la politique que peuvent avoir les Français, ça c'est un fait. Sur le fait que les choses peuvent s'accélérer, je parlais de la 5e, qui est quand même un régime qui permet au président d'être intouchable. Donc la destitution, c'est à peu près comme le référendum. On peut en parler, on peut même essayer, ça n'arrivera pas. Il ne faut pas rêver. Sauf, alors là vraiment il faudra un cas de force majeure, mais si on joue le jeu des institutions en utilisant toutes les choses, il n'y a aucune raison que Emmanuel Macron décide de il n'est pas du genre à superbe... démissionner, et puis viennent me chercher. Non, il a toujours raison. Pourquoi il démissionnerait? C'est eux qui ont tort. Enfin, voilà. Donc il faut comprendre qu'Emmanuel Macron a toujours raison. À partir de là, normalement, vous vivez bien si vous êtes d'accord avec lui. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui, c'est que vous avez tort. C'est qu'il faut beaucoup de pédagogie en réalité. Mais donc c'est pour ça. Si les choses s'accélèrent, ce sera plutôt du côté d'une contestation sociale que d'un départ de la Macronie du pouvoir. Ils ont le pouvoir. Et quand je dis, et la force de la Macronie, c'est d'être rien, c'est d'être une incohérence, c'est d'être et de droite et de gauche. C'est-à-dire ça ne peut pas exister sur l'économie, sur les sujets clivants comme l'immigration, sur les lois sociales. C'est impossible. C'est une incohérence. Et pourtant, ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à capter une grande partie du parti de l'ordre, des gens qui ont peur du changement et qui vont dire si jamais c'est pas lui, qu'est-ce que ça va être ?
hein, typiquement la peur de Marine Le Pen en disant que ce sera encore pire si c'est pas lui, etc. Jean-Luc Mélenchon, ce serait pareil. Hein, si vous aviez Macron-Mélenchon, vous auriez exactement les mêmes réactions en disant « Ah non, quand même pas, tu te rends compte ». Et donc, c'est toujours Macron qui gagne parce qu'il n'est rien. C'est l'incohérence, c'est le règne du monde finissant, en fait, hein, où on continue de faire semblant, avec une hypocrisie bourgeoise, où on va manger des petits fours, avec des habits de chez Bernard Arnault, en disant aux pauvres qu'il va falloir manger des insectes et puis arrêter de se chauffer, parce qu'il faut faire des efforts, c'est nos valeurs. C'est pré-révolutionnaire. C'est pas, je parle pas d'une révolution à la 1789, puisque je ne pense pas que le peuple en ait la force de par la résignation. Et aussi, maintenant, tout est fait pour être de manière soft, on va dire, hein, y compris les gabeloux viennent plus chez vous. Plus abouti. Oui, mais c'est-à-dire qu'avant, l'impôt était pris par des gens qui venaient chez vous prendre le sel. Aujourd'hui, l'impôt est pris à la source. On ne s'attaque pas à un algorithme. Tout pareillement, on vous explique doctement qu'il faut faire ci et ça avec plein de médias, plein d'endormissements de toutes parts. Il n'y avait pas ce moment-là. Et puis, il y a une telle déconnexion entre les classes dominantes et les dominés, il n'y a plus l'unité de lieu. Quand vous aviez la bourgeoisie industrielle du 19e, elle vivait au cœur de l'usine, alors un peu plus haut, dans le parc, mais l'usine était en bas du parc avec les habitats ouvriers. Il y avait cette unité de lieu. On pouvait aller voir le patron. Aujourd'hui, Bernard Arnault, vous ne pouvez pas aller le voir. Il est inapprochable. Donc, il y a vraiment quelque chose qui fait que tout est devenu gazeux, comme les mouvements gazeux, hein, comme les partis, tout est devenu vaporeux et c'est très difficile de comprendre comment s'organiser. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes. Politiquement, il n'y a pas eu de porte de sortie. Il y a eu la violence d'État et puis ensuite il y a eu une sorte de résignation en même temps dans la lutte, hein, puisque les Gilets jaunes ont continué chaque samedi à être là, à être présents, à dire que ça continuait, mais sans une construction de grande ampleur parce que derrière il y a le plafond de verre médiatique, parce que on n'a pas accès à la parole. C'est le discrédit permanent aussi. Le discrédit permanent et puis le vol de la parole avec le grand débat. Enfin, il faut voir comment cette bulle politico-médiatique distribue le temps de parole et vole la parole. Donc vous n'avez pas accès à la parole. Prenons l'exemple de François Asselineau sur le Frexit. Il prêche dans le désert et pourtant, Dieu sait que ça fait longtemps qu'il parle des problèmes de l'Union européenne, doctement, en parlant des traités, de temps en temps, invité en plateau lors des campagnes présidentielles. Sinon, c'est tabou. Pour lui poser systématiquement les mêmes questions stupides qu'ils ont posées depuis tout le temps. 10 ans. Philippe aussi, très peu invité. Et pour le reste, on tourne en rond sur 2-3 questions, évidemment, qui ne sont pas des vraies questions sur le fond du problème. Aujourd'hui, le fond du problème sur BFM, RMC, c'était par exemple l'alopécie d'Édouard Philippe. C'est vrai que c'était important d'en parler pendant une demi-heure parce que... Mais je regardais, avant de venir aussi, la télé pour voir un peu l'ampleur des dégâts. C'était sur France Info, où il parlait d'escalade nucléaire, en fait, en Ukraine, avec le sourire en plateau. Oui, mais quand même, l'OTAN, il y a quand même 3 pays qui ont la bombe nucléaire aussi. Hein, voilà. Il y a un côté, mais c'est Hunger Games. Enfin, c'est vraiment, quand on regarde ça, qu'on est informé, qu'on cherche à s'informer, une sorte de dystopie, à la fois qui est dans l'amusement, qui est dans la légèreté, qui est dans la bêtise aussi, et qui n'est jamais dans l'information. On ne va jamais parler des sujets qui fâchent. Pourquoi l'euro en est là ? Pourquoi la Banque Centrale Européenne n'a pas été capable de maîtriser l'inflation, a créé l'inflation même avec sa politique d'argent magique. Pourquoi on ne va pas aller creuser jusqu'au bout ? Typiquement, l'émission d'Hanouna avec Véran, qui était un sketch. Il n'a pas invité les bonnes personnes pour poser les vraies questions à ce ministre menteur qui a passé son temps à esquiver ou à diffamer en public. C'est des spectacles tristes qui occupent, mais qui n'informent pas. Toujours avec une morgue au visage absolument incroyable. Oui, alors pour Véran, oui, ça maintenant, c'est entre le Grinch et le masque, quoi. Mais... J'aimerais qu'on termine ce petit volet, en tous les cas, pour la question sociale, parce que j'ai trouvé qu'il était quand même fascinant aujourd'hui que notre président de la République, Emmanuel Macron, convoque un conseil de politique nucléaire pour expliquer, quelque temps après avoir fermé donc Fessenheim, qu'il allait falloir construire 6 petits réacteurs et également allonger la durée de vie de ceux existants pour répondre à la crise énergétique. Alors, le nucléaire et la France, c'est une grande histoire. Ça mériterait une émission. D'abord,
Il y a le plan, il y a la pratique gaullienne de dire la France doit se doter de l'arme nucléaire. Et la France développe le nucléaire civil, avec l'aide des Américains. Les centrales sont importées, et puis ensuite on les adapte avec des ingénieurs français qui sortent de Polytechnique et qui font des trucs pour dire on a une technologie française, ça tient la route, on va avoir l'arme nucléaire. Donc on est un petit pays avec beaucoup de réacteurs qui fonctionnent. Et pendant des années, on a une électricité peu chère. Grâce à ça, on est même exportateur et ça fonctionne très bien. Puis arrive un certain Jean-François Cirelli, qui est maintenant patron de BlackRock Europe et Benelux, qui a fait en sorte que GDF devienne Engie, que EDF-GDF soit scindé en deux, etc. Enfin, il y a une politique, en fait, grâce à l'Union européenne, encore une fois, ou plutôt à cause, de sape des joyaux, en fait, des forces stratégiques et industrielles de la France. Et notamment dans le domaine de l'énergie, c'est proprement scandaleux. On a dépecé le secteur énergétique français pour faire plaisir à Bruxelles. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors pour Jean-François Cirelli, c'est clair, hein, il a été remercié puisqu'il est maintenant patron de BlackRock en Europe. Pour d'autres, ils ont à peu près eu la même médaille. Et pourtant, ce sont des gens qui étaient énarques, qui devaient servir l'État et qui ont pris goût à la finance et très vite ont compris que l'État, c'est un vieux truc, hein, ça va passer à autre chose. L'intérêt général a été totalement oublié. Emmanuel Macron est totalement dans ce moule. Énarque passé par la banque d'affaires, qui est tout à fait lobbyiste et consultant de McKinsey en même temps, mais certainement pas homme d'État. Quand il est conseiller de François Hollande, fait la même chose, en disant « Ouais, il faut faire un peu plaisir aux écolos, tu sais, c'est à la mode le nucléaire, ça n'a pas d'avenir, hein, tu sais, les éoliennes, c'est super. » Bon, on ferme Fessenheim, pourquoi pas, hein, si on a les moyens, pourquoi pas, sauf qu'on n'a pas les moyens. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas d'énergie suffisamment forte, que ce soit dans le renouvelable, pour remplacer le nucléaire par rapport à nos besoins. Alors, arrive le plan sobriété, en disant, si on veut que le renouvelable fonctionne, il faut qu'on soit moins gourmand. Donc il va falloir moins chauffer, moins consommer, moins machin. Et en même temps, comme c'est l'incohérence, il faudrait quand même que tout soit électrique. Alors, bon, vous m'expliquez comment on fait, puisqu'on ne peut pas stocker. Hein, le problème du renouvelable, c'est qu'on a beaucoup de mal à stocker et donc à ensuite diffuser cette énergie. Et donc, on va vouloir pousser les gens à avoir des voitures électriques et faire en sorte qu'ils consomment moins de l'autre côté, tout en sortant du carbone. Hein, tout ce qui est énergie fossile, puisque c'est très mal pour la planète, sauf que ça fait plusieurs centaines d'années qu'on a déjà tout cramé, donc le temps que ce soit positif pour la planète, personne de notre génération le verra. Mais il faut le faire, très bien. Faisons-le, mais on n'a pas de plan, à part tout électrique, sans énergie. Et là, quand je parlais de trucs gazeux, on a un Emmanuel Macron qui, plutôt que de dire quels sont les plans ambitieux sur le secteur énergétique, donc sortir du marché énergétique européen parce que c'est un scandale, notamment pour les petites entreprises qui sont maintenant en faillite ou en danger à cause du prix de l'énergie, qui ne devrait pas avoir ce prix-là en France. Non, ça c'est un tabou, on n'en parle pas. Construire de nouvelles centrales, oui, mais des petites. Pourquoi ? On ne sait pas. Voilà, des petites, très bien. Est-ce que ça fait moins peur ? Peut-être, ça se fond dans le paysage, peut-être pour qu'il n'y ait pas de ZAD, peut-être pour éviter qu'il y ait un moment des militants antinucléaires qui arrivent trop tôt sur le chantier, on va dire, je ne sais pas, enfin c'est très bizarre. Et puis, faire durer les centrales existantes, le problème, on l'a vu, c'est le problème de corrosion, c'est-à-dire que ce qu'ont fait les ingénieurs dans les années 60, qui pouvaient paraître brillants, en fait, ils ont compliqué le système des tuyaux, et donc il y a des corrosions qui ne devaient pas être là. Et aujourd'hui, comme on a tué la filière nucléaire, tous les ingénieurs qualifiés, les soudeurs qualifiés, n'existent plus en France, puisqu'ils n'ont pas été formés. Accessoirement, parce qu'on a demandé à EDF d'être démantelé petit à petit. Donc les recrutements se font pour démanteler, mais pas pour c'est ce qu'a dit entretenir. d'ailleurs le patron d'EDF avant d'être remercié à l'université du MEDEF. Hein. Vous m'avez demandé, c'est le politique qui est responsable, c'est pas moi. Et donc on a fait venir des soudeurs spécialisés américains, puisque le modèle de base des centrales est un modèle américain. Donc on est là encore, on a encore donné une souveraineté qu'on aurait pu, au contraire, construire, sachant qu'on avait là un avantage compétitif énorme par rapport à nos partenaires européens, même pour aider le reste des partenaires européens. On a tout flingué grâce à nos énarques. Donc à un moment, ce pays, c'est les Shadocks, mais en pire. C'est-à-dire que non seulement on pompe, mais on ne sait pas pour rien, mais on pompe pour aller vers le pire. La désindustrialisation, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ceux qui ont été les chantres de la mondialisation, ceux qui ont pensé que non, ça sert à rien d'avoir des emplois sous-qualifiés, des usines, vous savez maintenant, c'est le service. Hein. Vous savez, nous, on est un pays où on a de l'éducation, donc les usines, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est ailleurs. Sauf que ça ne revient pas à une usine quand ça part. Et même quand vous faites revenir des investisseurs, hein, comme essaye de faire Emmanuel Macron pour qu'ils ouvrent
quelques usines de production de batteries, de choses, etc. C'est très volatile, puisqu'une fois les aides parties, les usines repartent là où c'est moins cher pour la main-d'œuvre. Donc il n'y a pas de plan non plus industriel. Et la France, là, par contre, est une catastrophe par rapport à l'Allemagne, qui a su garder une industrie, l'Espagne également, enfin d'autres pays qui ont quand même fait davantage attention. Nous, on a une dégénération en fait de responsables politiques qui ont choisi la désindustrialisation et qui maintenant essayent, pour faire croire qu'ils ont un plan, de dire non mais on va réindustrialiser la France. On ne réindustrialise pas un pays. Une fois que l'industrie est partie, c'est fini. À plus forte raison quand on a des problèmes énergétiques comme c'est le cas. Et on a fait un tableau assez important de la question énergétique, mais on a quand même oublié autre chose de crucial, c'est évidemment les sanctions contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, qui ont rajouté des difficultés, évidemment, sur les approvisionnements énergétiques. Alors, je vous propose de ne pas revenir sur ce point, mais d'écouter Ursula von der Leyen, qui était invitée à Kiev avec d'autres commissaires européens jeudi. On va l'écouter. Today, Russia is paying a heavy price as our sanctions are eroding its economy, throwing it back by a generation. The price cap on crude oil already costs Russia around 160 million euros a day. And we will keep on turning up the pressure further. We will introduce, with our G7 partners, an additional price cap on Russian petroleum products. And by the 24th of February, exactly 1 year since the invasion started, we aim to have the 10th package of sanctions in place. Vous n'aviez pas l'air convaincu pendant la diffusion de ce magnéto. C'est-à-dire qu'il y a eu le discours de Bruno Le Maire. Nous allons mettre l'économie russe à genoux. Il y a, je ne sais pas dans quel monde vit Ursula von der Leyen, puisque, alors oui, il y a des sanctions. Mais sauf que quand vous regardez les résultats économiques, et ça c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport dans la Tribune, c'est dans le Guardian, l'économie russe aujourd'hui fait mieux que l'économie britannique. Et en 2024, l'économie russe fera mieux que la zone euro. J'allais dire, l'économie britannique, ça compte pas. Oui, non, c'est mais... le Brexit. Oui, alors oui, c'est vrai que c'est la faute du Brexit. Et vous avez cette dame qui n'est rien. Elle est responsable de la Commission européenne, non élue, qui est dans un délire à la fois de guerre totale, à la fois aussi... on peut la soupçonner de travailler pour les intérêts américains plutôt que les intérêts européens, puisque tout ce qu'elle fait, en fait, nuit à l'Europe. Mais fondamentalement. Les sanctions... certes, nuisent à la Russie, mais nuisent d'abord à l'économie européenne. L'inflation, l'explosion de l'énergie n'a fait qu'empirer depuis ces sanctions. Quand Angela Merkel était aux manettes en Allemagne, cette dame était ministre de la Défense. Elle a été exfiltrée pour un scandale avec les cabinets de conseil, notamment, de marché public, à la Commission européenne, pour ne pas être... Ce qui est bien, c'est qu'elle a retenu la leçon. Oui, elle continue. Ouais, de toute façon, rien ne va changer. Mais à l'époque, Angela Merkel... deal avec la Russie Nord Stream, parce que l'Allemagne, pays industriel, a besoin d'énergie peu chère. Et donc le gaz russe était peu cher et ce pipeline était formidable. Sauf que les États-Unis avaient prévenu. Ne faites pas ça. Jamais ça. Le but des États-Unis, c'est d'éviter à tout prix une amitié, une construction entre l'Europe et la Russie. Non pas une invasion, non pas un rôle d'empire. On n'est pas sur l'Union soviétique qui voudrait planter un drapeau rouge sur tous les pays européens. On est là sur des partenaires qui sont sur le même continent, qui ont accès à une énergie peu chère, qui ont besoin d'industrie d'un côté, de main-d'œuvre bon marché de l'autre et de marché aussi. La Russie est potentiellement un énorme marché pour les produits allemands. Pour les États-Unis, c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de produits européens eux aussi, mais ils ont besoin de tenir l'Europe sous leur coupe. Et c'est ce qui se passe avec la guerre en Ukraine. De manière accélérée, avec une Ursula von der Leyen qui fait absolument tout ce qu'il faut pour faire plaisir à Washington, sachant qu'on a des leaders européens, tous soumis sur ce principe de dire nous sommes dans l'OTAN, donc nous sommes des alliés atlantistes, donc nous sommes d'un côté et pas de l'autre. Or, alors, on peut évidemment et on doit critiquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie, puisqu'il y avait d'autres façons que de faire cette guerre qui est tragique, et il y avait peut-être d'autres façons de discuter, même si les accords de Minsk n'étaient pas respectés, pour revenir autour de la table avant d'en arriver à ces extrémités. N'empêche que, à quel moment l'Europe a décidé que cette guerre était une guerre de survie et que derrière, finalement, Moscou voulait envoyer des chars jusqu'à Paris. C'est pas le cas du tout. C'est d'ailleurs... ça n'a jamais été dans le discours russe. Et pourtant, c'est devenu un délire,
à peu près le même que pendant la guerre froide, où le soviétique était un non-humain, c'était une sorte de monstre extraterrestre quasiment, inexistant, qui voulait manger vos enfants. On a le même discours xénophobe maintenant sur les Russes, comme à l'époque soviétique, quasiment, où on voudrait supprimer la culture russe, les athlètes russes des différents Jeux olympiques et autres, tout en niant même le côté dingue de cette guerre, puisque on est dans une guerre de peuples frères, de Slaves. Ukraine et Russie, à un moment, pourquoi se faire la guerre quand on pouvait s'entendre peut-être d'une certaine façon? Alors, l'histoire fait que c'est plus compliqué, mais on en arrive à des extrémités qui font qu'on va précipiter un emballement avec l'OTAN, une escalade permanente, puisque à chaque fois que Zelensky demande des armes, de l'argent, c'est d'abord des tanks, puis des avions, puis des missiles longue portée, puis l'arme nucléaire, pourquoi pas? On s'arrête quand? Alors justement, on s'arrête quand? Je vais vous faire écouter quelqu'un que vous appréciez, j'en suis quasi convaincue, c'est Aurore Berger. Ouais. Je l'ai dit de manière très claire, on soutiendra l'Ukraine jusqu'à la victoire de l'Ukraine. C'est ça qu'on a dit politiquement. De la Crimée. Mais la victoire de l'Ukraine veut dire rétablir l'Ukraine dans la souveraineté pleine et entière qui est la sienne et dans la liberté de son peuple et donc dans ses frontières. Bon, assistons bien quand même que cette séquence vous est offerte par LCI, qui s'illustre considérablement dans la question ukrainienne. On peut comprendre que le groupe Bouygues souhaite participer à la reconstruction de l'Ukraine. D'ailleurs, il y a une délégation du MEDEF qui sera en Ukraine avec plus de 160 entreprises le 7 et 8 février. Donc, clairement, et la France est d'ailleurs un des pays qui a le plus de représentation en Ukraine en termes d'entreprises, avec les États-Unis. Donc, il y a un intérêt économique évident. Cet argent qui est déversé pour aider l'armée ukrainienne, avec des bémols, il y a eu plusieurs dizaines de démissions, de limogeages autour de Zelensky suite à de la corruption. Je parle de ça il y a 3 semaines, 4 semaines. Ça n'a pas fait non plus la une des journaux. Et pourtant, on parle de milliards qui circulent et qui ne vont pas là où ils devraient aller. Donc derrière, il y a quelque chose de proprement scandaleux à voir les va-t-en-guerre de plateaux télé. Quand vous êtes pacifiste comme moi, qui critique l'invasion de l'Ukraine, j'ai le droit de dire que c'était pour moi un mauvais choix stratégique et je pense que la guerre doit s'arrêter le plus rapidement possible parce que vouloir récupérer la Crimée par les armes, c'est déclencher une guerre mondiale encore une fois. Sachant que c'est pas là que la guerre se fera. Vous avez la Chine et les États-Unis qui sont en train de s'occuper aussi très bien de leur côté. Mais on sent que l'envie, que la stratégie, c'est la guerre. Pour masquer la faillite économique, en fait, la fin du dollar. On assiste à des délires sur LCI, on a l'explication... c'est normal, c'est la télé. De l'épuration ethnique de la Crimée. Oui, parce qu'il faut repeupler la Crimée. Mais alors, attention, c'est ce qu'ont fait les Soviétiques aussi, notamment dans les pays baltes, où ils ont envoyé une immigration de repeuplement. Estonie, Lituanie... On n'avait jamais vu les médias qui dictaient le Ah non, après dire que c'est la chose à faire pour les Ukrainiens, non. Enfin, c'est pas parce que les Soviétiques l'ont fait que les Ukrainiens devraient le faire. Ils le condamnent quand ils parlent des Soviétiques. Mais évidemment, et c'est condamnable. Enfin, voilà. Bien donc c'est pas normal après de défendre à ce point-là, de manière totalement aveugle, une politique qui serait potentiellement génocidaire de repeuplement. Enfin, alors qu'on l'a critiqué auparavant. Non, ce qui manque sur les plateaux télé, c'est des voix pacifistes. Arnaud Klarsfeld, il n'y en a qu'un qui dit stop à la guerre. Tous les autres sont là, que ce soit BHL, mais ça on le connaît, Claude Maluret, député sénateur Renaissance, toujours prêt à demander la guerre, Robert Ménard, qui en est à demander quasiment l'arme nucléaire pour les Ukrainiens également, Aurore Berger, qui demande qu'on reprenne la Crimée, absolument. Enfin, tous sur les plateaux sont fous. Ils veulent la guerre. Et pourtant, Aurore Berger vient d'avoir un enfant. On ne peut pas vouloir la guerre quand on est parent. On ne peut pas vouloir la guerre pour ces gens qui vont s'entretuer pour rien, puisqu'à la fin d'une guerre, on se met autour d'une table et on négocie. Donc, l'idée, c'est évidemment que la négociation se fasse dans l'intérêt de l'Ukraine, en disant on doit récupérer notre territoire, nos frontières, ça ne peut pas continuer comme ça, mais en entendant aussi le point de vue russe, puisque ce qu'on fait en Europe, c'est la censure de la voix russe. RT, Sputnik, etc., sous couvert de ce sont des chaînes de propagande, n'ont pas le droit, en fait, d'exister. Oui, puis LCI, on voit que c'est pas une chaîne de propagande. Pas du tout, non, c'est l'avantage. Non, ils n'avaient pas Sergueï Girnov, qui était un mytho total, qui racontait n'importe quoi sur le plateau. Non, pas du tout. Mais c'est phénoménal. C'est-à-dire que le fait de vouloir, en temps de guerre,
ne pas avoir les deux sons de cloche, et pourtant quand vous êtes soit un général, soit quelqu'un qui travaille dans le renseignement, soit un journaliste, vous avez besoin d'avoir tous les sons de cloche pour comprendre qu'est-ce qui se joue en Ukraine. Pourquoi Vladimir Poutine a choisi cette option-là? Qu'est-ce que c'est que les accords de Minsk? Pourquoi les gens, quand on parle d'accords de Minsk, certains vont se mettre à rigoler, alors que d'autres l'ont pris au sérieux? Qu'est-ce que l'histoire de l'Ukraine? Pourquoi on en arrive là? Après, bien sûr, l'histoire soviétique, l'Holodomor, enfin, toutes ces souffrances sur le territoire ukrainien depuis des années. Est-ce que ça ne peut pas cesser à un moment? Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'exutoire, c'est le moment qu'a trouvé l'OTAN et Washington pour faire une nouvelle guerre par proxy, après la faillite de l'Afghanistan, la déroute, en disant tiens, c'est super, on va trouver un truc pour flinguer l'Europe et occuper les Russes le temps qu'on se mette d'accord avec les Chinois. En gros, c'est terrible. Et nous, après on s'en fout d'Aurore Berger et des plateaux télé en France, hein, c'est rigolo, mais on a affaire à des perroquets qui racontent n'importe quoi et qui pensent que la guerre, c'est quelque chose de normal, finalement, et que ça doit continuer, ça doit aller jusqu'au bout. Mais savent-ils ce que c'est que la guerre, ces gens-là? Non, bien sûr. Je vous propose, pour terminer cette émission, d'écouter Emmanuel Todd. C'est l'anthropologue et essayiste qui a été très remarqué quand il avait fait un édito, un entretien croisé avec De Vecchio dans le Figaro. Là, je vais vous le faire écouter. Il est sur le média indépendant Quartier Général, qui est disponible d'ailleurs sur le site qg.media. Il est mené par Aude Lancelin. On l'écoute. Je pense qu'à partir du moment où on envoie des chars lourds, on peut plus se raconter qu'on n'est pas en conflit. L'urgence, c'est que les gens comprennent que la presse est dangereuse. Personne n'a jamais intérêt à entrer dans une guerre qui pourrait durer 2, 3, 5, 10 ans, 20 ans, 100 ans. C'est le triangle atlantisme, oligarchisme, médias. Alors Emmanuel Todd parle du triptyque atlantisme, oligarchisme, médias. Qu'est-ce que ça vous évoque Mais c'est ce que je disais sur le fait que les plateaux télé n'ont aucune valeur, si ce n'est qu'ils sont eux aussi de la propagande, dans le sens où la guerre ne sert que les intérêts de l'argent. Ils ne servent pas les intérêts de la vie, ils ne servent pas les intérêts des peuples, parce qu'on ne voit pas où ça peut s'arrêter, c'est-à-dire jusqu'à la victoire. Ça veut dire quoi? Ce côté bleu et jaune de partout, tout le monde se met debout pour acclamer le vice-président de l'Assemblée ukrainienne. Très bien, oui, ils ont besoin de soutien. Tout le monde a d'ailleurs. Certains ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas être là. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan, qu'il n'y a pas assisté. Il a raison, sinon il aurait été obligé de se lever comme les autres, ou ses petits camarades lui auraient jeté des papiers sur la tête. Donc il y a un côté panurgisme terrible. Et derrière, évidemment, l'envoi de chars lourds, l'envoi de matériel, l'envoi d'autant d'argent aussi systématiquement pour que le front ne s'arrête pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, vous avez un peuple, les Ukrainiens, qui ne veulent pas s'arrêter, qui vont lutter pour leur terre. Et de l'autre, vous avez un dirigeant, Vladimir Poutine, qui envoie son armée en disant « je pense que j'ai encore suffisamment de ressources pour que ça s'enquiste et que ça s'enlise suffisamment longtemps pour... Bon, on verra jusqu'où, mais moi, les sanctions, je peux tenir encore longtemps. Puisque, en réalité, c'est l'Europe qui s'est sanctionnée. Le reste du monde profite du gaz russe. Les Indiens, les Chinois, qui nous le revendent, les Turcs, qui sont de l'OTAN pourtant. Et certaines boîtes qui continuent évidemment de travailler avec la Russie, qui ne se privent pas d'un grand marché comme la Russie. Donc il y a quelque chose d'une folie guerrière, qui a une fièvre qui a pris l'Europe. Pourtant, on a l'histoire derrière nous. On sait très bien qu'il ne faut pas faire la guerre en Europe. Eh ben non, on y va avec des chars allemands. Tiens, pourquoi pas. On y va pour défendre nos valeurs qui pourtant sont foulées aux pieds, puisque on voit que la Convention de Genève n'est pas respectée d'un côté comme de l'autre. Mais ça, faut pas le dire. Hein. C'est que les Russes qui ne respectent pas. Mais non, il y a des témoignages des deux côtés. On connaît le tribunal pénal, etc. L'information. Parlons-en. L'information, c'est un vrai problème en temps de guerre. Je le disais dans un autre entretien, c'est à la fois une arme et une victime. C'est-à-dire que jamais l'information n'est neutre en temps de guerre. Elle est soit censurée, soit à objectif de propagande, soit orientée. Rarement, elle est fiable. Très difficilement fiable. Il faut vraiment faire un travail complet, être sur le terrain. Et c'est encore difficile. Et miser sur la pluralité, évidemment. Mais après, sauf les reporters de guerre qui sont sur le terrain et qui vont être d'un côté ou d'un autre pour voir ce qui se passe et relater de ce qui se passe, c'est très difficile d'avoir accès à une information non biaisée. Et encore, quand vous êtes reporter de guerre, vous êtes encadré par des services de presse de l'armée d'un côté ou d'un autre. Enfin, c'est encore plus difficile d'avoir accès à ces théâtres d'opération. Donc on est là
dans un brouillard, avec par-dessus cette envie de violence, vraiment, de dire il faut continuer la guerre absolument, par tous les moyens, mais pourquoi ? Est-ce que le but, c'est de négocier le plus rapidement possible ? Est-ce que le but, c'est d'humilier la Russie pour lui faire comprendre que jamais plus elle n'ira de ce côté-là de l'Union européenne et donc un nouveau rideau de fer va tomber ? Est-ce que c'est la seule option possible aujourd'hui ? Alors visiblement oui, pour récupérer les territoires, mais est-ce qu'on veut une guerre mondiale pour l'Ukraine ? C'est ça la question aujourd'hui que les gens doivent se poser. Visiblement certains oui, sont prêts à même pousser l'escalade jusqu'à la confrontation nucléaire, du moins l'équilibre dans la peur de la frappe nucléaire. Mais dans les dirigeants au pouvoir actuellement, il y a quand même pas, ça se bouscule pas au portillon, comme on dit, pour essayer de négocier entre les deux parties. On a potentiellement la Turquie, oui. Et à observer Israël. À voir, parce qu'on sait que finalement, Netanyahou, qui revient au pouvoir, s'entend relativement bien avec Vladimir Poutine et aurait les moyens peut-être de faire plier potentiellement Zelensky. Sinon, la France est complètement out. L'Allemagne, oui, Macron a essayé. Pas, alors, pour une fois, Macron a fait des tentatives. Hein. Quand il envoie des chars, c'est avec le bout des doigts et c'est pas des Leclerc. On voit bien qu'il est gêné aussi, qu'il a essayé. Enfin, il est surtout gêné par les stocks de l'armée française. Aussi, mais je pense qu'il a cherché aussi à négocier dès le début. Il l'a montré, il s'est mis en scène de manière très maladroite, comme d'habitude. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on montre qu'on veut faire la paix quand on divulgue des conversations diplomatiques ? C'est le problème, c'est qu'il n'a pas cette stature de chef d'État. Donc il y a ce côté, c'est un YouTuber, quoi. Donc c'est compliqué, quoi. Donc la limite est là. Pour les autres, l'arbitre, en fait, ça va être la Chine, qui à chaque déclaration, on s'arrête un peu et on dit ah ouais, bon, faut peut-être pas envoyer de chars, ou alors doucement, parce que qu'est-ce qui se passe si la Chine commence à dire stop ? Ça veut dire que c'est l'escalade, puisque la vraie peur aujourd'hui des analystes géopolitiques, et surtout à Washington, c'est la confrontation avec la Chine. L'Ukraine, c'est une guerre par proxy qui permet de... C'est un terrain de jeu. Non, ça permet de tenir l'Europe dans la peur, de tenir la Russie à distance et d'utiliser l'Ukraine pour continuer d'avoir une industrie de l'armement qui fonctionne et un dollar qui a une valeur refuge. Mais ce qui préoccupe les faucons de Washington, c'est l'appétit chinois. Il y a eu un ballon d'espion qui a été vu récemment. C'est pas anodin. Blinken va en Chine ces jours-ci. Et toute la tension internationale se fait autour de ces deux superpuissances. Que vont-elles faire du reste du monde ? Et nous, on est pris en otage dans cette affaire. En réalité, on est témoins. Alors, le problème, c'est effectivement qu'on a des dirigeants qui, visiblement, aiment la guerre, qui, visiblement, n'ont aucun souci. Et ne voient pas très loin. Quelque part. Non, mais ça a rarement été le cas. Mais ce côté idéologique, ce côté fou avec von der Leyen, qui est vraiment, elle, une des voix de la guerre exceptionnelle, avec le sourire, en expliquant que c'est génial. Alors, d'un côté, elle va voir Madame Zelensky pour créer un fonds pour les orphelins ukrainiens. Alors, elle parle d'argent, d'ailleurs. Elle dit c'est 400 millions d'euros qui vont être mis en place pour qu'on puisse adopter des enfin, voilà. Et puis de l'autre, c'est oui, on va envoyer plus de chars, faire plus de sanctions. Donc elle crée du malheur, et derrière elle va dire on fait des fonds pour aider les malheureux. Elle œuvre pour remplir les orphelinats, quoi. Et complètement, et avec un sourire de dame patronesse qui fait peur à voir. Donc c'est cette hypocrisie-là de gens qui ne seront jamais victimes de la guerre et qui passent leur temps à la faire, en fait. Et ça, c'est insupportable. C'est les mots de Paul Valéry, de Peggy et d'autres. C'est juste insupportable. Et jamais les peuples n'ont leur mot à dire, en fait. Et comme le disait si bien Julian Assange, c'est jamais les peuples qui veulent la guerre. On fait tout pour leur vendre la guerre, mais aucun peuple ne veut la guerre. Aucun. Pour cause, c'est lui qui l'a subi. Merci beaucoup Alexis Poulain, merci à tous de nous avoir suivis. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous en supplie, pensez à commenter, à partager et à cliquer sur le pouce en l'air. C'est la seule façon d'imposer à YouTube de diffuser nos vidéos, parce que sinon leurs algorithmes ne nous favorisent pas, loin s'en faut. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro. On parlera de stratégie et d'intelligence économique. À bientôt.